Mon frère s'est marié le week-end dernier. Je l'ai découvert parce que les photos sont apparues sur mon écran avant même qu'il ne dise un mot. Pas d'appel, pas d'invitation, juste son visage sous des guirlandes lumineuses à côté d'une femme qui connaît à peine mon nom. Quand j'ai enfin réussi à le joindre, elle a attrapé le téléphone et l'a dit assez clairement pour qu'il puisse se cacher derrière. « Ma femme ne veut pas de toi ici. Elle te trouve pathétique. » Il ne m'a pas défendu. Il n'a même pas respiré. Je n'ai ni pleuré ni supplié. J'ai reculé, j'ai jeté un long regard à la vie que j'avais bâtie pour lui, et j'ai pris une seule décision qui a complètement réécrit la leur. Avant de continuer, d'où écoutez-vous? Et dites-moi, à ma place, qu'auriez-vous fait? Je m'appelle Léa Dubois, et pendant la majeure partie de ma vie, j'ai cru que la loyauté pouvait maintenir une famille unie. J'ai appris cela à mes dépens à 23 ans, debout dans un couloir d'hôpital, signant des papiers que je n'étais pas prête à signer, tandis que mon frère de 14 ans, Antoine, sanglotait sur mon manteau. Notre mère, Isabelle, était partie avant que l'un de nous ne comprenne à quel point une vie peut disparaître soudainement. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Je n'étais plus seulement sa sœur aînée. Je suis devenue la personne qui réglait les problèmes, qui payait les factures, qui s'assurait qu'il ne soit pas englouti par le chagrin. J'ai gardé ce rôle pendant 15 ans. Pendant que mes amis poursuivaient leur carrière et cherchaient des appartements dans les quartiers plus branchés de Lyon, je prenais des postes où je pouvais. Travail temporaire de bureau pendant la journée, personnel d'événements le soir, projet de marketing en freelance entre les deux. Antoine avait des manuels scolaires, des dossiers de candidature pour le lycée et l'université, il avait des frais pour le club de robotique, des voyages scolaires de fin d'année et une chambre d'étudiant à meubler. J'ai tout couvert. Non pas parce que quelqu'un me l'avait demandé, mais parce que je ne pouvais pas le regarder tomber dans les fissures que la mort de notre mère avait ouvertes. Quand Antoine a commencé ses études supérieures, j'ai acheté un petit loft dans le quartier de la Confluence à mon nom. Je lui ai dit que c'était pour des raisons pratiques, mais en réalité, c'était pour lui donner une stabilité, quelque chose que je savais trop bien qu'il ne pouvait pas encore bâtir seul. J'ai aussi mis de l'argent de côté pour le voyage en Europe dont il parlait toujours après l'obtention de son diplôme, de petits virements glissés dans un fonds de voyage jusqu'à ce qu'il atteigne 35 000 €. Il avait l'habitude de plaisanter en disant que lorsqu'il serait ingénieur, il me rembourserait avec des intérêts. J'en riais. La famille ne tient pas les comptes. Du moins, c'est ce que je pensais. Ce qui est étrange, c'est que les gens supposent que la trahison frappe comme un coup soudain. Dans mon cas, cela est venu comme une douleur lente que je n'ai pas pu nommer au début. Des mois avant le mariage, Antoine appelait moins. Les messages devenaient plus courts. Il a commencé à dire des choses comme « je gère ça » ou « tu n'as plus à t'inquiéter pour moi » sur un ton qui suggérait que mon inquiétude l'agaçait. Quand il m'a présenté sa petite amie, Chloé, j'ai remarqué la façon dont elle me regardait de haut en bas comme si elle me cataloguait. Un regard mesquin, pas amical. C'était une influenceuse, un sourire éclatant, des tenues soignées, toujours à penser aux angles et à l'éclairage. Antoine semblait ébloui par sa confiance. Ça ne me dérangeait pas. Les gens évoluent. Les frères tombent amoureux. C'est normal. Mais je pouvais sentir quelque chose changer. La façon dont les conversations devenaient plus courtes ou étaient reportées. La façon dont la voix de Chloé traînait trop près du téléphone chaque fois que j'appelais. Pourtant, je n'aurais jamais imaginé que je serais effacée. Pas avant ce matin-là où j'ai ouvert mon écran et vu des photos de mariage, mon frère dans un costume que je ne savais pas qu'il avait acheté, à côté d'une femme portant une robe que je n'avais jamais vue, sous des lumières sous lesquelles je n'avais jamais été invitée à me tenir. Une cérémonie qui s'est déroulée sans un SMS, sans un appel, sans même un mensonge pour adoucir le coup. J'ai fixé ces photos et j'ai senti quelque chose de familier et de lourd s'installer dans ma poitrine. Le même poids que j'avais ressenti dans ce couloir d'hôpital des années auparavant. Seulement cette fois, ce n'était pas le chagrin qui m'a frappé. C'était la réalisation. La famille que je pensais avoir maintenue unie m'avait tranquillement exclue. Au moment où j'ai vu ces photos de mariage, mon premier instinct n'a pas été la colère. C'était le déni, un déni silencieux et désespéré qui me faisait penser qu'il devait y avoir une erreur. Peut-être que c'était une séance photo stylisée.
Peut-être que c'était une fête de fiançailles mal étiquetée par quelqu'un en ligne. Peut-être qu'Antoine m'enverrait un message à tout moment avec une explication frénétique sur des plans de dernière minute et un malentendu. Je n'arrêtais pas de me le répéter en l'appelant 1 fois, 2 fois, 5 fois. Au 6e appel, la sonnerie n'a même pas retenti. Elle est allée directement à la messagerie vocale, sa voix enregistrée me demandant joyeusement de laisser un message. Une voix que j'avais écoutée, éditée et réenregistrée avec lui à l'époque où il ne pouvait pas prononcer le mot « disponibilité » sans rire. À la 7e tentative, quelque chose de glacial a commencé à se resserrer autour de mes côtes, non pas de la panique, mais de la reconnaissance. Quelqu'un m'évitait. J'ai essayé de lui envoyer un SMS, « Antoine, appelle-moi ». Puis j'ai vu les photos. Dis-moi juste ce qui se passe. Pas de réponse. Quand mon téléphone s'est enfin allumé avec un appel entrant, j'ai expiré trop vite. Soulagement, peur, tout s'est emmêlé. J'ai glissé pour répondre, mais ce n'est pas la voix d'Antoine que j'ai entendue. Eh bien, a dit une femme, je me demandais combien de temps cela te prendrait, c'était Chloé. Son ton n'était pas surpris. Il était ennuyé, comme si elle s'attendait à ce moment, l'attendant presque avec impatience. Je dois parler à mon frère, ai-je dit. Passe-le-moi. Une pause, un petit rire, grave et aigu. Il est occupé. Nous venons de rentrer de la réception. C'était parfait. Les mots m'ont transpercé la poitrine. Je n'ai pas été invitée, ai-je dit, essayant de garder ma voix égale. C'est le but, a-t-elle répondu. Ma femme ne veut pas de toi ici. Elle te trouve pathétique. Pendant un instant, je n'ai rien entendu. Ni sa respiration, ni la mienne. Juste un long et fin silence qui s'étendait dans mon crâne. Pathétique. J'ai serré le téléphone plus fort. Est-ce qu'Antoine a dit ça? Il n'a pas besoin de le dire, a-t-elle dit. Il est d'accord. En arrière-plan, j'ai entendu sa voix étouffée, hésitante. Chloé, donne-moi juste le téléphone. Non, a-t-elle claqué plus fort maintenant, s'assurant que j'entende. Elle doit comprendre. Nous sommes des adultes. Nous n'avons plus besoin qu'elle contrôle tout. Contrôler. De tous les mots qu'elle aurait pu choisir, celui-là a allumé quelque chose de chaud derrière mes yeux. J'ai payé le loft dans lequel tu te trouves actuellement, ai-je dit, d'une voix calme qui m'a même effrayée. J'ai acheté ces meubles. J'ai couvert ses frais de scolarité. Le fonds de voyage que tu comptes probablement dépenser, je l'ai bâti pour lui. Dis-moi où est le contrôle quand on donne à quelqu'un toute sa vie. Elle a ricané. Exactement. Tu utilises l'argent pour le maintenir lié à toi. C'est embarrassant. Mais ne t'inquiète pas, nous paierons tout nous-mêmes. Nous ne vivons pas dans ton ombre. Laisse-moi lui parler, ai-je répété. Finalement, la voix d'Antoine est arrivée, tremblante. Léa, c'est juste que nous ne voulions pas de drame. Drame, ai-je répété. De ma part? Tu rends les choses lourdes, a-t-il chuchoté. Chloé a raison. J'ai besoin d'espace. Nous avons besoin d'espace. Et ton omniprésence n'aide pas. J'ai fermé les yeux. 15 ans de sacrifice ont défilé derrière mes paupières comme des diapositives d'un projecteur. Les boulots de nuit, les frais de scolarité, les repas que je sautais pour qu'il n'ait pas à le faire. Tout cela balayé en quelques secondes. Chloé a repris la parole, triomphante. Voilà, tu l'as entendu. Accepte-le et passe à autre chose. L'appel a été déconnecté. Je suis resté immobile, téléphone à la main, sentant la lente brûlure monter de mon estomac à ma gorge. Honte, trahison, chagrin, tout se mélangeant en quelque chose de plus aigu. J'aurais pu rester figé. J'aurais pu pleurer. Au lieu de cela, je me suis levée, j'ai attrapé mes clés et j'ai conduit jusqu'au loft que j'avais acheté, celui d'où ils faisaient leur lune de miel, émotionnellement, tout en me coupant. Quand je suis arrivée, le couloir était silencieux, résonnant à chaque pas. J'ai frappé. Chloé a ouvert la porte juste assez pour que son visage soit visible, souriant d'un air suffisant comme si elle m'attendait. Vraiment? Tu es vraiment venu. Je suis ici pour parler à mon frère, ai-je dit.
Elle s'est penchée en avant, son téléphone dirigé vers moi comme une arme. Tout ce que tu as à dire, tu peux le dire ici. Nous en avons fini avec tes intrusions dans nos vies. Derrière elle, Antoine planait, les mains dans les poches, les yeux rivés sur le sol, la même posture qu'il avait le jour où notre mère est morte. Mais cette fois, le silence n'était pas le chagrin. C'était la lâcheté. Et à ce moment-là, quelque chose en moi a finalement craqué. J'ai quitté ce loft sans me retourner. Mais l'humiliation s'est accrochée à moi jusqu'à l'ascenseur. Les murs miroirs me renvoyaient mon propre visage, stable en surface, dévasté en dessous. Mon mascara n'avait pas coulé. Mes cheveux étaient toujours épinglés exactement là où je les avais placés ce matin-là. Et d'une certaine manière, cela rendait tout pire. J'avais l'air d'une femme qui avait le contrôle. Je ne me sentais pas comme ça. Au moment où l'ascenseur a atteint le hall, l'engourdissement s'était installé. Pas le genre qui adoucit la douleur, c'était le genre qui la fige, la préservant assez longtemps pour qu'elle se transforme en quelque chose d'autre, quelque chose de plus aigu. Dehors, l'air du soir était chaud, portant le léger bourdonnement du trafic et l'écho de la musique lointaine d'un bar sur le toit. Je suis resté un long moment à côté de ma voiture, respirant lentement jusqu'à ce que mon pouls se stabilise. Je ne pleurais pas. Je ne tremblais pas. Je ne m'effondrais pas, mais quelque chose s'était effondré en moi. Une structure que j'avais passé 15 ans à maintenir debout sans que personne ne le remarque. Et une fois qu'elle est tombée, elle a laissé un espace propre et silencieux derrière elle. Un espace où je pouvais enfin penser. Quand je suis rentré chez moi, les lumières du loft se sont allumées automatiquement. C'était une habitude, j'avais tout programmé pour que l'endroit semble moins vide. Ça n'a pas aidé ce soir. Les pièces semblaient creuses, comme l'intérieur d'une coquille que quelqu'un avait abandonnée. J'ai posé mes clés, j'ai enlevé mes talons et j'ai marché directement vers le petit bureau que j'avais construit par discipline, non par passion. Dossier, feuille de calcul, plan de projet. Toute ma vie organisée en rangées soignées et en onglets codés par couleur. J'ai fixé l'écran et une phrase s'est formée dans mon esprit avec une clarté qui m'a presque effrayée. S'ils veulent l'indépendance, je leur donnerai exactement cela. J'ai ouvert une nouvelle feuille de calcul, une grille vierge qui attendait. Ligne par ligne, j'ai commencé à lister tout ce que j'avais jamais pris en charge pour Antoine. Prix d'achat du loft, solde du prêt immobilier, mensualité, charges, électricité, eau, internet, frais de copropriété, assurance, services de streaming, plan de covoiturage familial, carte de crédit qu'il utilisait pour les urgences et qui est devenue une utilisation quotidienne. Le fonds de voyage, 35 000 € économisés dollar par dollar. Réservation de billets d'avion, 2 billets pour le voyage en Europe que je croyais autrefois qu'il méritait. Je n'ai écrit aucun commentaire, aucune étiquette comme « sacrifice » ou « cadeau », juste les chiffres froids et neutres. Quand l'image complète est apparue, un calme étrange m'a envahi. J'avais construit un filet de sécurité si large et si solide qu'il l'avait pris pour le sol sous ses propres pieds. Et maintenant, il m'en voulait. L'ironie m'a fait rire. Un petit son sans humour qui a à peine rempli la pièce. J'ai pris mon téléphone et j'ai fait défiler jusqu'au contact que j'utilisais rarement, sauf pour les questions juridiques concernant les contrats, maître Léna Dupont. Léna n'était pas une amie proche, mais elle respectait les faits de la même manière que moi. Elle ne se souciait pas de la politique familiale ou de l'histoire émotionnelle. Elle se souciait de la documentation et de la propriété. Elle a répondu d'une voix ensommeillée, « Léa ? Tout va bien ? » « Non, » ai-je dit, « mais ça ira. Je dois savoir quelque chose. » Je lui ai lu la liste. Chaque actif, chaque compte, chaque paiement mensuel. Ai-je le droit de défaire tout cela ? Ai-je demandé. Chaque euro, chaque propriété, chaque réservation, sans rien lui donner. Il y a eu un bruissement de papier de son côté. Puis sa voix s'est aiguisée. Léa, tout ce que tu viens de lister est à ton nom. Propriété exclusive. Le statut de bénéficiaire ne confère pas de droit. Prêt, facture, actif. Tu es légalement libre de rompre tout lien financier sans son consentement. Le calme dans ma poitrine s'est solidifié. Bien, ai-je dit. C'est à propos du mariage, a-t-elle demandé doucement. Je n'ai pas été invitée, ai-je répondu.
Et apparemment, je suis pathétique. Léna a laissé échapper un léger sifflement. Puis, assurons-nous que tu sois pathétique sur papier aussi. Je t'enverrai des modèles par email. Quand nous avons raccroché, la boîte de réception a commencé à se remplir, formulaire, instructions. J'ai tout imprimé et empilé soigneusement. Puis je me suis assise sur ma chaise. L'effondrement n'était pas la fin d'une structure. C'était le dégagement d'un espace. Et je savais enfin ce que j'allais construire dans cet espace. Le matin est venu sans ma permission. Je n'avais pas dormi. Je n'avais fait que passer de la planification à un étrange calme cristallin. Le soleil s'est glissé à travers les stores en fine ligne, rayant les documents que j'avais organisés sur mon bureau. Formulaire, relevé, instructions, un arsenal silencieux. À 9h01, j'ai passé le premier appel. Service client de la compagnie aérienne. Comment puis-je vous aider? Je m'appelle Léa Dubois, ai-je dit. Je dois annuler une réservation. J'ai lu le numéro de confirmation sur l'imprimé. 2 billets premium pour l'Europe dans plusieurs mois, achetés avec l'espoir naïf que mon frère ferait enfin le voyage dont il rêvait depuis ses 16 ans. Motif d'annulation, a demandé l'agent. Les plans ont changé, ai-je répondu. Je n'ai pas expliqué que la femme qui m'avait traité de pathétique prévoyait d'utiliser ses billets pour sa lune de miel, qu'elle s'était tenue dans le loft que j'avais acheté, entourée d'appareils et de meubles que j'avais choisis, et m'avait dit avec une pleine confiance qu'il n'avait plus besoin de moi. L'agent a cliqué dans son système. Vous êtes éligible à un remboursement de 60% et à un crédit pour le reste. Dois-je procéder? Oui, ai-je dit. Procéder. J'ai raccroché et regardé la boîte de réception se rafraîchir. Une confirmation de remboursement est apparue. Lune de miel annulée. Le premier domino est tombé sans fanfare, sans culpabilité, juste le doux bruit sourd de l'inévitable. Ensuite, ce fut le fonds d'éducation et de voyage. J'ai ouvert le portail d'investissement, authentifié à 2 facteurs, et j'ai fixé le solde, 35 000 €. Je me suis souvenu de chaque dépôt. 50 € un mois, 5 cents le mois suivant. Un remboursement d'impôt surprise en avril. De l'argent que j'avais mis de côté pour qu'Antoine puisse voir Paris, toucher les murs de pierre de Florence, se promener dans un monde qu'il n'avait vu que sur YouTube. J'ai cliqué sur « Retirer tout ». Un avertissement est apparu. Pénalité, taxes, frais de retrait anticipés. J'ai confirmé quand même. Mon téléphone a vibré immédiatement. Un SMS de la société d'investissement. Virement initié. Les fonds seront crédités dans les 5 jours ouvrables. Le deuxième domino est tombé. J'ai fermé le navigateur et j'ai tendu la main vers le dossier hypothécaire. Le loft était le suivant. J'ai composé le numéro de Marc Lefebvre, l'agent immobilier qui m'avait aidé à l'acheter il y a 4 ans. Marc était rapide, efficace et impitoyablement honnête. Exactement ce dont j'avais besoin. Léa, a-t-il répondu. Longtemps. Que puis-je faire pour toi? Je dois vendre le loft, ai-je dit. Une pause. Tu veux le vendre? Je pensais que tu l'avais acheté pour ton frère. Je l'ai fait, ai-je répondu. Les circonstances ont changé. Marc n'a pas demandé de détails. Il respectait les limites d'une manière que ma propre famille n'avait jamais fait. Eh bien, a-t-il dit, déjà en mode affaires, la confluence est très demandée en ce moment. Les unités comme la tienne reçoivent des offres en quelques heures. Si nous le mettons en vente aujourd'hui, nous pouvons probablement trouver un acheteur d'ici le week-end. Mettez-le en vente, ai-je dit. Pas de mise en scène, pas d'attente. Compris. J'envoie les documents. Les documents numériques sont arrivés dans l'heure. Je les ai ouverts, j'ai parcouru les termes et j'ai cliqué sur « Signer ». Ma signature est apparue nette et confiante, un contraste saisissant avec la femme épuisée derrière l'écran. À midi, le loft était officiellement sur le marché. Je me suis assise, ressentant la plus légère des satisfactions. Si Chloé voulait l'indépendance, elle était sur le point d'en faire l'expérience pleine et entière. Le premier appel du gestionnaire de l'immeuble est venu cet après-midi-là. Bonjour, mademoiselle Dubois. Je dois confirmer.
Avez-vous autorisé la vente de l'unité 5C? Oui. Une autre pause. Les occupants actuels n'étaient pas au courant. Ce n'est pas ma responsabilité, ai-je dit. Toute la documentation est à mon nom. Veuillez procéder aux notifications nécessaires. Le gestionnaire a expiré lentement, comme s'il ne comprenait que la moitié de l'histoire, mais suffisamment pour ne pas s'en mêler. Nous nous en occuperons. Je l'ai remercié et j'ai mis fin à l'appel. J'ai imaginé la scène se déroulant dans ce loft. Chloé faisant les 100 pas, Antoine confus, des papiers à la main, réalisant que le sol sous leurs pieds n'était pas le leur. Qu'il ne l'avait jamais été. Il voulait la liberté de ma part. Il l'obtenait. Ce soir-là, Marc a appelé. Vous n'allez pas le croire, a-t-il dit. Nous avons déjà 2 offres. Une en espèces bien au-dessus du prix demandé. Prenez l'offre en espèces, ai-je dit. Vous êtes sûr? Prenez-la. Il a accepté en mon nom. La vente a commencé à être clôturée dans les 24 heures. Je n'ai pas prévenu Antoine. Je ne l'ai pas averti. Il ne m'avait pas averti du mariage. C'était juste. La série de tâches suivantes a ressemblé à l'époussetage d'une table. Simple, calme, nécessaire. Je me suis connecté au portail des services publics et j'ai transféré tous les comptes hors de mon nom. Effet immédiat. Puis les comptes de streaming, mots de passe changés, profils effacés, le forfait téléphonique, son appareil retiré du forfait familial, carte de crédit, l'utilisateur autorisé annulé. Chaque clic était une limite tracée, une ligne nette remplaçant 15 ans de lignes floues. Quand la dernière tâche a été accomplie, je me suis tenue dans la cuisine, regardant mes mains. Elles ne tremblaient pas. J'ai rédigé un SMS. Pas long, pas émotionnel, juste la vérité mise à nu. Tu voulais l'indépendance. Tu l'as maintenant. Ne me contacte plus. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai bloqué son numéro avant de pouvoir voir les bulles de frappe. 2 jours plus tard, les conséquences ont trouvé leur chemin jusqu'à ma porte. Pas littéralement, mais à travers les fissures de la vie que je venais de couper. Le gestionnaire de l'immeuble a laissé un message vocal rapportant que Chloé s'était présentée au bureau furieuse, agitant son téléphone, exigeant des explications, qu'elle prétendait qu'il devait y avoir une erreur. Qu'Antoine avait essayé de m'appeler à plusieurs reprises. Leurs appels ne m'ont jamais atteinte. Puis Marc a envoyé un email pour confirmer que l'acompte de l'acheteur avait été versé. La clôture aurait lieu dans 10 jours. Antoine et Chloé seraient légalement tenus de quitter les lieux. J'ai imaginé le moment où la notification a frappé à leur porte. Le souffle indigné de Chloé. Le silence stupéfait d'Antoine. 2 personnes qui avaient pris la générosité pour un droit. Mais je n'ai ressenti aucun triomphe, juste de la clarté. On ne peut pas exclure quelqu'un de son mariage et s'attendre à ce qu'il continue à construire sa vie pour vous. La semaine suivante, Marc a envoyé une dernière mise à jour. Clôture terminée. Les fonds ont été transférés. L'email disait, les fonds ont été transférés. J'ai fixé le chiffre, une somme qui représentait non seulement de l'argent, mais aussi une fermeture. Le loft était parti. La lune de miel était partie. La bouée de sauvetage financière était partie. Et pour la première fois depuis que j'avais vu ces photos, j'ai senti la tension dans ma poitrine se relâcher. Pas de soulagement, pas encore, mais quelque chose de plus calme. Quelque chose comme la première inspiration après une longue plongée sous l'eau. 2 semaines plus tard, Marc a rappelé. Tu ne vas pas le croire, a-t-il dit. Quoi maintenant? Ton frère est passé à l'agence, voulait savoir ce qui s'était passé, pourquoi tu avais vendu l'endroit, pourquoi tout avait été coupé. J'ai attendu la chute, et puis la seule chose qu'il a pu dire, c'est « elle est allée trop loin ». J'ai laissé échapper un léger rire. Trop loin, ai-je répété. Marc a hésité. Tu vas bien, Léa? J'y ai réfléchi. Oui, ai-je dit. Et pour la première fois, c'était vrai. Mais le vrai dénouement n'est pas venu d'un appel, d'une vente ou d'un remboursement. Il est venu du silence. Des jours ont passé, des semaines, pas de messages, pas de tentatives par des amis, pas d'excuses, juste l'écho d'une relation qui avait entièrement dépendu de mes efforts. Et finalement,
la compréhension s'est installée. Je ne l'avais pas coupé. Il était parti le premier. Tout ce que j'ai fait, c'est fermer la porte derrière lui. 4 mois se sont écoulés sans un mot entre nous. Ma vie ne s'est pas effondrée comme il l'avait imaginé. Elle est devenue plus calme, plus nette, plus stable. J'ai obtenu une promotion au travail, j'ai déménagé dans un plus petit appartement qui me ressemblait enfin, et j'ai réservé un voyage en solo dans les Pyrénées, juste parce que je le pouvais. Le silence, il s'est avéré, pouvait être une sorte de liberté. Puis un après-midi, un numéro inconnu a appelé mon téléphone. J'ai failli le laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Léa. La voix d'Antoine était brisée, faible, éraillée. Rien à voir avec l'homme qui m'avait dit qu'il avait besoin d'espace. Il a tout expliqué par bribes. Comment Chloé avait dilapidé leurs économies, courant après des contrats de marque qui n'arrivaient jamais. Comment l'annulation de la lune de miel l'avait humiliée publiquement. Comment la perte du loft les avait laissés à la recherche de locations à court terme. Et puis le coup final, elle l'avait quitté pour quelqu'un avec plus d'opportunités, emportant la moitié de leur dette avec elle. Je n'ai nulle part où aller, a-t-il chuchoté. Puis-je rester chez toi juste le temps de me remettre sur pied? Je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas réprimandé. J'ai simplement inspiré une fois, lentement et profondément. Non, ai-je dit. Tu voulais l'indépendance. Vis-la. Puis j'ai raccroché et bloqué le numéro. Je n'ai pas ressenti de triomphe en posant le téléphone, juste de la stabilité, comme une porte qui claque enfin après être restée de travers pendant des années. Mon monde est plus petit maintenant, mais il est propre. Je me réveille sans cette peur silencieuse de qui pourrait avoir besoin d'être sauvé ensuite. Je fais de la randonnée le week-end, je cuisine pour une personne, et je remplis ma maison de choses que j'ai réellement choisies pour moi-même. Le couper n'était pas une vengeance. C'était de la survie. Si vous avez déjà dû poser une limite difficile avec votre famille, vous n'êtes pas seul. Dites-moi d'où vous écoutez et ce que vous auriez fait à ma place. Et si cette histoire vous a marqué, abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine.